Bienvenue à bord de ce journal de l'Afrique. D'abord les titres. L'ONU demande au Mali de restaurer les libertés publiques après que la junte au pouvoir interdit toute activité politique. Des manifestations auront bien lieu ce week-end au Togo pour contester la nouvelle constitution. Des manifestations pourtant interdites par les autorités. Le Rwanda continue de se souvenir. Ils étaient des milliers à participer à une grande marche à Kigali pour rendre hommage aux victimes du génocide contre les Tutsis. Restriction des libertés publiques au Mali. La junte au pouvoir interdit désormais aux médias de couvrir les partis politiques. Et les autorités avaient déjà suspendu toute activité de ces partis et des associations à caractère politique, coupables, selon elles, de subversion. L'ONU demande l'abrogation immédiate de ces suspensions. Décryptage de notre correspondant régional, Serge Daniel. La junte malienne évoque des raisons d'ordre public pour justifier sa décision de suspendre les activités des partis et des associations politiques du Mali jusqu'à nouvel ordre. Il y a nécessité de maintenir un climat de sérénité, explique le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement. Climat de sérénité au moment où doit se tenir au Mali un dialogue national, un dialogue intermalien pour parler des affaires du pays. Ensuite, le ministre estime que, pour le moment, il y a toujours des défis sécuritaires et que, par exemple, la ville malienne de Kidal a été certes reprise des mains des ex-rebelles, mais qu'il y a d'autres défis sécuritaires et qu'il faut se concentrer sur ces défis et non continuer par ce qu'il appelle des débats stériles. Et évidemment, cette décision du gouvernement malien ne fait pas plaisir à tout le monde, n'est pas approuvée par tout le monde. Par exemple, l'association Alternative pour le Mali estime que c'est un début de dictature et que cette décision est illégale, antidémocratique. Un autre parti politique malien estime, lui, de son côté, qu'en fait, la junte malienne ne veut pas organiser des élections, qu'elle ne veut pas de retour à l'ordre constitutionnel, donc qu'elle fait une fuite en avant. Au Togo, l'opposition maintient son appel à manifester contre la nouvelle constitution. Plusieurs partis politiques et groupes de la société civile se donnent donc rendez-vous les 12 et 13 avril. Depuis son adoption fin mars, le texte qui supprime le régime présidentiel au profit d'un régime parlementaire suscite une vive controverse que le gouvernement peine à éteindre. Notre correspondante régionale à Cotonou, Emmanuel Sodji. Oui, l'opposition a confirmé ce jeudi matin qu'elle maintient ces manifestations ce vendredi et samedi. Pourtant, les autorités ont interdit ces marches. Alors, parmi les motifs avancés par l'exécutif, eh bien, c'est le délai et aussi celui de l'itinéraire. Il affirme également que l'opposition projette de s'attaquer aux forces de l'ordre et au domicile de députés. Faux, selon l'opposition, qui dit que le pouvoir cherche à l'accuser d'actes commandités par le régime lui-même. Le délai, on l'a réglé. La raison concernant l'itinéraire, on a modifié l'itinéraire et on a choisi un itinéraire que nous avons pratiqué par le passé. Donc, on ne voit plus de motif d'interdire la manifestation. Et puis, nous sommes en campagne. Est-ce qu'on va nous interdire de faire campagne ? Non. Donc, nous sommes dans notre droit. À l'origine de ces protestations, eh bien, c'est un projet de nouvelle constitution qui a été voté en catimini, selon les opposants, par un Parlement en majorité acquis au pouvoir. En substance, eh bien, cette loi fait passer le Togo à un régime parlementaire. Autrement dit, le chef de l'État ne serait plus élu au suffrage universel direct. Et cette loi a été votée un mois avant les élections législatives. L'opposition et une partie de la société civile demandent donc le retrait du texte, sinon un référendum. Alors ceux qui défendent ce changement de régime pensent notamment qu'il permettra de mettre un terme aux violences électorales et que l'argent d'une présidentielle servirait à développer le pays. Face au tollé, le chef de l'État a demandé une deuxième lecture au Parlement et puis aussi en début de semaine, eh bien, les autorités ont organisé une tournée d'information sur cette nouvelle constitution. Et précisons que nous avons contacté la porte-parole du gouvernement, Madame Yawa Kwigan. Elle nous a renvoyé un courrier du 8 avril qui répondait à la demande d'autorisation de l'opposition à manifester. Et dans ce communiqué, le gouvernement indique que la demande n'avait pas été envoyée dans les délais et que l'itinéraire n'était pas conforme au règlement.
Afrique du Sud à présent, alors que les autorités de Pretoria continuent de faire pression pour un cessez-le-feu à Gaza, des citoyens sud-africains ont rejoint les rangs de l'armée israélienne. Mais pour Naledi Pandor, le ministre des Affaires étrangères, ces soldats ou ces troupes, ces hommes seront en tout cas arrêtés et traduits en justice s'ils reviennent au pays. Les explications de Caroline Dumais. Combien sont-ils à se battre du côté de l'armée israélienne? Impossible à dire. Mais on voit de temps en temps sur les réseaux sociaux les photos de ces Sud-Africains qui posent fièrement dans les ruines de Gaza. Alors, les organisations civiles pro-palestiniennes de la société sud-africaine ont voulu réagir. Le PSC, Campagne pour la solidarité palestinienne, a rappelé au ministère de la Justice que les Sud-Africains n'ont pas le droit de se battre à l'étranger sauf autorisation préalable. Une pétition de 1200 noms a été signée et le parquet aurait reçu 70 noms susceptibles d'être poursuivis. Pour cette enseignante à la faculté militaire de Stellenbosch, mener à terme un tel procès, c'est très difficile. Rappelons-le, il faut le prouver, et ce, bien au-delà de tout doute raisonnable. Et c'est en fait assez difficile. Ces crimes sont commis dans un autre pays. Alors bien sûr, la législation sud-africaine permet l'extraterritorialité, ce qui signifie que vous pouvez poursuivre en justice pour des crimes commis à l'extérieur du pays. Mais il faudra l'aide du pays en question pour rassembler les preuves. Et je ne pense pas qu'Israël, par exemple, va être très ouvert à fournir ce genre de preuves, que ce soit pour confirmer ou pour démentir qu'une personne se bat sur son sol. Et si vous lisez ce qui est écrit sur leur site ou écoutez les informations qu'ils donnent, ils n'empêchent personne de venir se battre pour Israël. Tout ce qu'ils disent, c'est « ne le postez pas sur les réseaux sociaux ». Les sympathisants pro-palestiniens demandent aussi à ce que ces Sud-Africains soient déchus de leur nationalité. Une mesure presque impossible à appliquer car selon la Constitution, un Sud-Africain ne peut perdre sa nationalité que s'il a été naturalisé. Le Rwanda a entamé la semaine de deuil qui ouvre les 100 jours de commémoration pour les 30 ans du génocide contre les Tutsis. Dans tous les pays, les Rwandais rendent hommage aux victimes. Et ce jeudi, dans la capitale Kigali, ils étaient plusieurs milliers à participer à une grande marche. Clément Diroma y était. Des milliers de Rwandais ont défilé pendant plusieurs heures ce 11 avril dans la capitale Kigali pour rendre hommage aux victimes du génocide contre les Tutsis. 30 ans après, la grande marche de la mémoire débutait à l'école polytechnique de Kicukiro, où 2000 étudiants Tutsis avaient été massacrés par les miliciens Hutus après le départ des casques bleus belges censés les protéger. Les Nations Unies avaient fait le choix de retirer leurs troupes pour se concentrer sur l'évacuation des Européens, laissant ainsi le gouvernement poursuivre le génocide pendant plus de 3 mois. La marche commémorative organisée par des associations de survivants a continué sur l'une des principales routes de la ville où des dizaines de milliers de personnes qui cherchaient à fuir la capitale furent tuées. Certains rescapés assistent à ces cérémonies chaque année. Ma mère a été tuée ici, exactement le 11 avril 1994, et on n'a même pas retrouvé son corps. Et aujourd'hui, pour moi, alors c'était un moment fort pour encore commémorer. C'est aussi un moment pour nous aussi de montrer à la communauté internationale et de rappeler encore qu'ils nous ont abandonnés, qu'ils ont abandonné les nôtres ici. Cet hommage dans le quartier de Kicukiro symbolise l'abandon des Tutsis du Rwanda aux miliciens génocidaires par la communauté internationale. Plusieurs ambassadeurs étrangers étaient présents aux côtés des familles de victimes. La responsabilité de l'Occident a été largement abordée depuis le 7 avril dernier, date à laquelle le président rwandais Paul Kagame lançait ses 30e commémorations. De nombreux événements sont prévus dans tout le pays jusqu'à la fin de cette première semaine de deuil. L'Ukraine a inauguré sa toute nouvelle ambassade dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Après la République démocratique du Congo, c'est la deuxième étape d'une tournée du représentant spécial de l'Ukraine pour l'Afrique. 6 ambassades seront inaugurées, suivant l'objectif affiché de Kiev d'étendre son influence sur le continent. Précision avec Flore Monteau.
L'Ukraine est enfin arrivée en Côte d'Ivoire, s'est réjoui l'ambassadeur. En effet, l'inauguration de cette ambassade est la concrétisation d'un rapprochement initié en 2022 entre Abidjan et Kiev. Un geste fort pour l'Ukraine qui s'assure ainsi d'un partenaire de poids en Afrique de l'Ouest, tant sur le plan politique que commercial. Depuis le début du conflit, les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de 60%. Un partenariat que la Côte d'Ivoire et l'Ukraine souhaitent renforcer, surtout en ce qui concerne l'exportation de céréales ukrainiennes. Je vous propose d'écouter l'envoyé spécial ukrainien pour l'Afrique. Nous apprécions grandement le soutien de la Côte d'Ivoire à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, notamment en votant en faveur des résolutions clés des Nations Unies sur l'invasion russe à grande échelle. Cette guerre peut vous sembler très lointaine, mais la hausse catastrophique des prix des denrées alimentaires a déjà affecté la vie de millions de familles africaines. D'autres secteurs sont visés par ce rapprochement diplomatique, comme l'énergie ou l'éducation. La communication est aussi un domaine où Kiev souhaite apporter son expertise pour, je cite, « contrer les narratifs mensongers de la Russie dans la guerre informationnelle que mène Moscou sur le continent ». Après la Côte d'Ivoire, d'autres ambassades ukrainiennes seront ouvertes au Ghana, au Botswana, au Mozambique et au Rwanda. Tout autre chose à présent, loin des États-Unis, le rap a de plus en plus d'adeptes en Égypte. Et aujourd'hui, des femmes s'expriment à travers ce genre musical, pourtant encore dominé par les hommes. Aline Botin dresse le portrait de l'une de ces rappeuses en vogue. Dans les jardins de cette université du Caire, sur l'emblématique place Tahrir, Darin, 21 ans, scande ses rimes. Le rap me permet de m'exprimer librement. Il y a un sentiment de liberté dans les paroles du rap. Il y a une liberté en général. La jeune rappeuse est originaire d'Alexandrie, grande ville d'où viennent la plupart des stars du rap national. Dans son dernier album, Kawabes, Cauchemar en arabe, Darin parle des épreuves qu'elle a traversées suite à des ruptures. Et outre les problèmes personnels, l'artiste doit aussi lutter pour exister dans un pays où les femmes ne représentaient que 15% de la population active en 2022. J'ai l'impression qu'ils ne nous prennent pas au sérieux, pensant peut-être qu'en tant que femmes, nous ne sommes pas confrontées à des défis importants. Or, c'est tout le contraire. Les femmes sont souvent confrontées à 2 fois plus d'obstacles que les hommes. Si votre problème en tant qu'homme est de lutter pour joindre les deux bouts, nous les filles sommes généralement confrontées au harcèlement dans la vie. Darin fait partie des pionnières qui secouent la scène rap, en plein essor dans la région, mais encore très largement dominée par les hommes. Et voilà, de la musique pour conclure cette édition. Merci d'avoir suivi le Journal de l'Afrique. Restez connectés. L'information sur France 24 continue. Freddy Massamba, un artiste RFI Talent. Découvrez Mpasizibois, le nouveau clip extrait du dernier album de l'artiste congolais intitulé Transestral. Ces cris résonnent encore dans les rues de Téhéran. 2 ans après, les voix se sont tues, mais la révolte gronde, sous d'autres formes. Septembre 2022. Des milliers de personnes protestent contre la mort de Marsa Amini. Quelques jours plus tôt, cette étudiante de 22 ans était arrêtée par la police des mœurs
son tort, elle ne portait pas correctement son foulard. Selon les autorités, la mort brutale de Marsa est liée à une maladie du cerveau. Une version qui suscite la colère de la rue. S'ensuit une répression féroce et systématique. Comme Marsa Amini, Rojin est kurde. Elle est née il y a 27 ans dans le nord-ouest de l'Iran. En apprenant la mort de Marsa, elle décide de sortir sans voile, en signe de protestation. À ce moment-là, la seule chose à laquelle je pensais, c'était qu'ils allaient m'arrêter. Je savais qu'ils m'enverraient en prison, mais il fallait que je fasse quelque chose qui marque les esprits. Ce jour-là, avec un ami, elle inscrit sur une pancarte le nom de Marsa Amini. On se l'est attaché autour du cou pour n'avoir rien apporté. On a commencé à marcher, on était stressés. Des gens nous disaient « N'y allez pas, ils vont vous tuer, ils vont vous arrêter ». D'autres nous encourageaient. Ces craintes finissent par se réaliser. La jeune femme passera 6 mois derrière les barreaux. Cette détermination, Rojin la puise dans son histoire personnelle. À 22 ans, elle quitte le foyer familial et décide de divorcer. Un déshonneur pour son père qui projette de l'assassiner. Rojin s'enfuit et se réfugie dans la capitale, Téhéran. Selon elle, les adolescentes d'aujourd'hui sont les plus rebelles. Les jeunes filles n'hésitent plus à affronter leurs familles qui vivent emmurées dans la tradition et la culture islamique. Comme moi, elles veulent s'affirmer. Désormais, elles ont les mêmes attentes vis-à-vis de la société. Elles disent « Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas être comme ça ». Rojin arbore ce tatouage, une balance inclinée, symbole de son rejet de l'injustice et des inégalités. En prison, la plupart de ses codétenus avaient entre 18 et 26 ans. D'origines diverses, elles ne partageaient pas toujours les mêmes idées, mais toutes sont descendues dans la rue, animées d'une même rage. En prison, ils voulaient surtout connaître nos relations, obtenir le contact des leaders. Ils voulaient prouver que nous étions mentalement malades, que nous avions protesté pour un motif irrationnel. Ils voulaient démontrer que nous avions été entraînés, manipulés, que nous avions subi un lavage de cerveau. Ils voulaient nous convaincre que si nous avions manifesté, c'était par erreur. Ils voulaient montrer que nous faisions fausse route. Mais ce n'était pas le cas. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, au moins 20 000 personnes ont été arrêtées au cours des manifestations. 500 auraient trouvé la mort, des milliers d'autres ont été blessés. 8 ont été exécutés. Parmi les manifestants, de nombreuses adolescentes aspirant à une vie normale. En Iran, danser ou chanter en public est strictement interdit. Ce groupe d'amis en témoigne. C'est toute une génération qui s'est exprimée pour la première fois, au risque de s'attirer les foudres du régime. Avant, je n'avais pas d'avis sur ce qu'il se passait autour de moi. Cela n'avait aucune importance à mes yeux. Ou du moins, je pensais que ça ne me concernait pas. Ça ne me touchait pas. Mais après tout ce qu'il s'est passé, j'ai réalisé que je devais être consciente. Je me suis dit que j'avais un rôle à jouer. J'ai voulu être utile et participer à ce mouvement. Pour elle, les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant. Contrairement aux générations précédentes, elles ont grandi avec Internet. Cette fenêtre sur le reste du monde a nourri leur désir de liberté. Ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de révolution avec les événements de 2022, ce n'est pas vrai. Nous avons changé. Nous avons fait notre révolution. Pour chacune d'entre elles, l'année passée a été riche d'enseignements.
Avec tout ce qu'il s'est passé, tous ces événements, notre colère a éclaté. Et ça nous a donné le courage d'y aller. Pour autant, ces jeunes filles ne masquent pas leur peur. Impossible pour elles de témoigner à visage découvert. La force de ces femmes qui se révèlent au grand jour est un exemple pour nous. La révolte du voile a fait bouger les lignes. Mais avec les nouvelles mesures destinées à sanctionner plus durement les femmes non ou mal voilées, beaucoup craignent déjà un retour en arrière. Les galeries d'art font l'objet d'une attention particulière. Leurs propriétaires sont confrontés à un dilemme, devoir choisir entre perdre leur entreprise ou leur public. 3 mois après les manifestations, Orchidée Daroudi, elle, a décidé de rouvrir sa galerie, à ses risques et périls. En fin de compte, il faut faire plaisir à la nouvelle génération. Ce sont eux les consommateurs, les clients. Quand vous allez dans l'un des cafés du coin, il y a plein de femmes sans hijab. Que faire? Interdire l'accès aux hommes? Pendant les manifestations, les galeries d'art sont restées fermées en signe de soutien. En rouvrant, Orchidée espérait que cela aiderait les artistes. Elle voulait aussi créer un lieu d'échange et de dialogue. Mais le jour de la réouverture, l'entrée est repeinte en rouge. Le principal changement, c'est que nous sommes constamment sous une double surveillance. Nos décisions, nous devons réfléchir à 2 fois la façon dont elles peuvent être perçues. De cet épisode, Orchidée retient surtout la détermination de la jeunesse. Cette génération, elle est incroyable. La façon dont ils s'habillent, leur attitude montre qu'ils n'ont pas peur. Ça me donne de l'espoir. Ils vont se battre pour défendre leur cause, ce que ma génération n'a pas osé faire. Sans doute pensions-nous qu'il était impossible de faire bouger les choses. Par le passé, des femmes ont résisté et œuvré à transformer la société. Ces 10 dernières années, elles ont exercé une pression particulièrement tenace. Ces combats, cette jeune femme les documente. Elle est étudiante en photographie. Dans ce livre, des images des premières Iraniennes qui se sont soulevées contre l'imposition du voile. À l'époque, beaucoup ont défendu la révolution islamique avant d'en percevoir les risques. Après tout ce qui s'est passé, je pense que ma génération a su se créer sa propre image. Elle a essayé d'être courageuse et d'obtenir des droits que les générations précédentes auraient rêvé d'avoir. Comme beaucoup d'Iraniennes, cette jeune femme vient d'une famille traditionnelle. Scolarisée dans une école religieuse, elle a grandi avec le voile. Aujourd'hui, elle ne le porte plus. D'après mon expérience, je pense que la famille ou l'école peut t'obliger à faire des choses. Mais si tu n'y crois pas, tu finiras par les rejeter. Et souvent, tu les rejetteras de façon violente, en signe de colère. Pour les autorités, ces jeunes subissent l'influence néfaste de l'Occident. De fait, ces dernières années, le fossé entre le régime et la jeunesse n'a cessé de se creuser. La crise économique et un système politique verrouillé par les ultra-conservateurs attisent la colère des plus jeunes. Mahmoubeh a 50 ans. Issue elle aussi d'une famille traditionnelle, elle a toujours porté le voile. Il y a 1 an, 2 de ses filles, les plus jeunes, ont décidé de se découvrir la tête. Une démarche qu'elle et son mari soutiennent à 100%. Ma deuxième fille s'est toujours interrogée. Pourquoi qu'il fasse chaud ou froid dois-je porter le hijab? Pourquoi les hommes ne le portent-ils pas? Mes filles ont le sens de l'égalité. Je pense que c'est leur façon d'être parce qu'elles ont toutes à peu près le même âge.
À part ça, elle ne rejette pas l'islam. Ma deuxième fille a l'habitude de lire le Coran. Si Mahboubeh accepte de témoigner, elle ne souhaite pas que ses filles participent au reportage. Elle nous autorise à filmer leur chambre. De nombreux parents font pression sur leurs filles pour qu'elles portent le hijab. Résultat, certaines le retirent en cachette. Mahboubeh, elle, encourage ses filles à se battre pour leurs valeurs. La première fois que je suis sortie avec ma plus jeune, nous sommes allés voir ce qui se passait dans la rue. Je lui ai demandé « Pourquoi tu portes un foulard ?» Elle m'a répondu qu'elle avait peur. Ensuite, nous avons croisé la police et elle m'a dit qu'elle était nerveuse. Je lui ai dit « Non, tu ne dois pas avoir peur. Si tu as un but, tu dois y croire. » Mahboubeh craint que la pression s'accentue. Récemment, son mari s'est fait confisquer sa voiture car sa fille voyageait sans voile. Nous sommes harcelés, mais tant que nous continuons à faire front et à protester, je ne sais pas. Le gouvernement a décidé de continuer, ça dépend de nous, de ce que nous sommes prêts à endurer. Nous devons en finir avec cette situation. Entre optimisme et découragement, la nouvelle génération de femmes reconnaît que l'avenir est semé d'embûches. Mais malgré les menaces et les pressions, beaucoup ne veulent plus rester silencieuses. Elles savent que leur lutte a ouvert la voie, avec un espoir, que les femmes puissent un jour décider seules des vêtements qu'elles portent et mener leur propre vie.